Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Literality Studies, et aujourd'hui je m'entretiens avec Eugene Doyle, un journaliste basé en Nouvelle-Zélande, et Elena Coban, une écrivaine et chercheuse britanno-américaine spécialisée dans les relations internationales. Elle a écrit 4 livres sur l'Asie de l'Ouest et a récemment publié l'ouvrage Comprendre le Hamas et pourquoi c'est important. Le Hamas, le génocide de 2 ans à Gaza, ainsi que les événements récents autour de la flottille sont les sujets que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Alors Eugene, Elena, bienvenue. Eugene, Elena, welcome. Merci. Good to be with you. Both of you, we are Ravi de vous retrouver. Tous les deux, nous parlons aujourd'hui jeudi 2 octobre et nous venons d'apprendre qu'Israël a intercepté les premiers bateaux de la flottille de 47 navires qui tentent d'acheminer de l'aide à Gaza. Commençons par cela. Elena, que pensez-vous de cette nouvelle et comment l'inscrivez-vous dans le contexte de la manière dont Israël a tenté, au cours des dernières décennies, de traiter ces territoires palestiniens? To treat these Palestinian territories. So, we know that Nous savons donc que la flottille, à l'heure où nous parlons ici à Washington, D.C., il est encore mercredi soir, est en train d'être attaquée par la marine israélienne dans les eaux internationales, ce qui constitue évidemment un crime international. Ce n'est pas la première fois qu'ils font cela. Lors de l'assaut de 2008-2009 qu'ils ont lancé contre Gaza, ils ont attaqué un navire humanitaire turc appelé le Mavi Marmara. Au cours de cette attaque, durant laquelle ils ont pris le contrôle du bateau, ils ont tué 9 ou 10 personnes, toutes turques, à l'exception d'une qui était turco-américaine, et ils s'en sont sortis sans conséquence. Donc ces flottilles, dans le contexte du génocide actuel, vous savez, il y a eu quelques autres petites flottilles. C'est de loin le plus important. Et l'un des faits marquants est que les marines italiennes et espagnoles ont envoyé des navires de guerre pendant un certain temps pour accompagner ces bateaux, puis elles ont fait demi-tour. Ainsi, les navires de la flottille, qui transportent plusieurs membres de parlements européens, des personnalités culturelles de premier plan, Greta Thunberg évidemment, et des figures politiques du monde entier, sont actuellement attaqués par la marine israélienne. Et ces 2 pays européens en particulier ont retiré leur marine de la protection de cette flottille, ce qui me semble notable et vraiment un signe de lâcheté de la part des Européens. Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si les Espagnols et les Italiens étaient vraiment sincères. Et maintenant, nous savons que non, ils ne l'étaient pas. C'était juste une façon de se donner bonne conscience pour en gros gérer leur propre population qui proteste vraiment fortement dans les rues en Europe en ce moment. Eugène, tu suis cela depuis longtemps aussi. Comment interprètes-tu les actions des Européens et maintenant des Israéliens? Eh bien, tout d'abord, très brièvement, sur les personnes qui se sont réellement levées. Lorsque Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU, a fait ses adieux à la flottille, elle a dit, vous savez, il est désormais très clair que vous êtes soit pour le génocide, soit contre. Et il est très facile de savoir de quel côté vous êtes, selon que vous vous levez ou non. Et ces personnes à bord de la flottille représentent vraiment le meilleur d'entre nous. Elles naviguent en affrontant le danger, et elles le font pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien. Donc vous savez, je les considère vraiment comme des héros de notre époque. J'ai certainement honte des gouvernements comme le mien, qui il y a seulement quelques jours ont refusé de reconnaître l'État de Palestine. Je suis donc très heureux qu'il y ait un Néo-Zélandais à bord de cette flottille. Et oui, je lui souhaite vraiment le meilleur.
Le risque pour eux est très réel, n'est-ce pas? Je veux dire, tu l'as dit, Elena, il y a eu 9 ou 10 personnes tuées lors de la toute première tentative. Je me souviens aussi, entre la première flottille et la deuxième qui a essayé de passer plus tôt cette année, il ne s'est rien passé. Nous assistons donc à une reprise de l'action de groupes civils qui essayent de créer des réalités sur le terrain en le faisant par des moyens pacifistes et humanitaires. Et nous voyons en ce moment que la question était de savoir si Israël allait réellement les attaquer avec une force létale. Il semble qu'Israël essaye pour l'instant de ne pas le faire, même s'ils ont déjà, à mon avis, préparé le terrain pour faire valoir que ces personnes sont des terroristes, car Israël les appelle la flottille du Hamas. Elena, peux-tu en parler un peu? Helena, can you speak to that a bit? Mon Dieu, oui. Eh bien, je remarque simplement qu'entre-temps, c'est-à-dire avant cette flottille et après la précédente, il y a eu une tentative de mener une action terrestre similaire à travers l'Afrique du Nord, et cela a été bloqué par... Bien sûr, la situation en Libye est très difficile, mais cela a clairement été bloqué par les Égyptiens. Donc, toutes ces tentatives, par voie terrestre et maritime, d'ouvrir un corridor pour l'aide destinée au peuple assiégé et victime de génocide à Gaza ont échoué. Ce surnom donné à Greta Thunberg de Hamas est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Car pour les Israéliens et tout leur soutien à travers le monde, ils semblent penser que si l'on colle l'étiquette Hamas à quelqu'un, cela fait très peur. Et cela justifie tout. Je veux dire, même le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré ce soir que toutes les familles palestiniennes qui restent à Gazaville, qui n'ont pas suivi les instructions de quitter Gazaville, sont du fait qu'elles restent là, considérées comme faisant partie du Hamas et comme des terroristes. Vous savez, cela inclut évidemment de grandes familles avec de jeunes enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées en fauteuil roulant. Beaucoup de ces gens n'ont tout simplement aucun moyen de partir. Et même s'ils le pouvaient, pourquoi devraient-ils le faire? Ce que font les Israéliens est complètement illégal. Mais en collant cette étiquette de Hamas, il fut un temps où les Israéliens ne pouvaient même pas dire Hamas. Ils disaient Hamas. Et c'était encore plus effrayant à l'époque. Mais c'est très effrayant en ce moment, au point que beaucoup de gens ici aux États-Unis ne veulent même pas vraiment parler du livre que mon excellent collègue Rani Khoury et moi avons publié l'année dernière, intitulé « Comprendre le Hamas et pourquoi c'est important ». Je vais donc rapidement vous expliquer pourquoi c'est important. Il est important de comprendre le Hamas parce que le Hamas est l'interlocuteur pour toute négociation de cessez-le-feu. Il l'a toujours été. Vous savez, si l'on remonte, disons, à novembre 2023, lorsqu'il y a eu un bref cessez-le-feu de 7 jours, celui-ci a été négocié lorsque le cessez-le-feu plus long a eu lieu plus tôt cette année, le cessez-le-feu de 6 semaines, il a été négocié entre le gouvernement israélien et le Hamas. Donc, si vous voulez obtenir un cessez-le-feu, qu'il s'agisse d'un cessez-le-feu total et durable, capable de mettre fin à ce génocide, il faut pouvoir négocier cela avec le Hamas, qui est le chef de la coalition de résistance à Gaza. C'est à mon avis la principale raison pour laquelle il est important de comprendre le Hamas, parce qu'on ne veut pas négocier avec une partie que l'on ne comprend pas. Comment prennent-ils leurs décisions? Quelles sont leurs valeurs? Quelle est leur position de repli probable? On ne peut pas mener une négociation avec une partie si l'on n'a pas une compréhension de base. Ah, voilà la position de repli du Hamas, voilà d'où ils viennent, voilà leur histoire, voilà comment ils ont pris des décisions par le passé, voilà leurs principaux soutiens. C'est donc ce que nous faisons avec le livre qui... Ah voilà, c'est le moment où je fais ça, d'accord? Voilà comment les gens achètent le livre, d'accord? Oui.
I will also put the link to the book into the Je mettrai également le lien vers le livre dans la description de cette vidéo, c'est certain, et nous le montrerons à nouveau à la fin. Mais parlons de cela, car vous savez, dans le discours occidental aujourd'hui, dans notre espace médiatique, et nous vivons dans une société hautement propagandiste, le Hamas est devenu équivalent, où les Israéliens et nos médias essayent de les faire passer pour équivalents aux nazis. C'est le même genre de choses. Ce sont des gens tellement maléfiques que la seule chose que la civilisation occidentale rationnelle puisse faire, c'est de les éradiquer complètement. Ils doivent disparaître de la surface de la Terre. Ainsi, toute tentative d'humaniser le Hamas ou de les présenter comme un acteur rationnel est mal vue, voire insulté. Eugene, tu as aussi travaillé sur ce sujet. Peux-tu nous en parler un peu? You've worked on this as well. Can you tell us a bit about that? Eh bien, vous savez, il est important de souligner que le Hamas a remporté les dernières élections libres et démocratiques dans l'ensemble des territoires palestiniens. Et bien sûr, c'est l'Occident, en particulier les Américains, les Britanniques et les Israéliens, avec le soutien du Fatah, qui a en réalité renversé le résultat de cette élection. Il faut donc le rappeler. De plus, les sondages réguliers dans les territoires palestiniens montrent que le Hamas, malgré les horreurs auxquelles nous avons tous assisté ces dernières années, reste le groupe le plus populaire en Palestine. Je pense donc que c'est vraiment important. Et je pense que cette question, vous savez, et j'approuve tout ce qu'a dit Elena. Je recommande son livre, ainsi que des ouvrages comme Hamas From Within, d'Assam Tamimi. Mais nous avons ce récit occidental dont vous avez parlé, où des personnes comme Keir Starmer disent « Oh, nous reconnaîtrons la Palestine ». Mais il est absolument hors de question que l'organisation terroriste brutale Hamas puisse avoir un quelconque rôle au gouvernement. Eh bien, ma réaction à cela serait la suivante. Je pense que les seuls à pouvoir décider de qui les représente doivent être les Palestiniens eux-mêmes, avant tout. Et je pense que des gens comme Keir Starmer, Trump et tous les autres font preuve d'un culot incroyable. Ils ont une audace énorme, alors qu'ils ont du sang de Palestiniens, hommes, femmes et enfants. Jusqu'aux yeux, ils n'ont aucune leçon à donner à qui que ce soit sur le terrorisme, car le génocide est le crime des crimes. C'est le plus haut degré de terrorisme d'État. Et sans l'ombre d'un doute, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, et bien sûr, l'État d'Israël sont tous des États terroristes sur cette base. Non, je n'ai aucun doute que si vous tuez quelques centaines de personnes, vous êtes une organisation terroriste. Si vous en tuez des millions, vous êtes un gouvernement occidental. Mais, Elena, Ou alors, vous pourriez être Tony Blair. eh bien, oui, je veux dire. Et puis toi, enfin, d'accord, désolé, il faut vraiment que je te demande ça. Cette idée insensée de nommer Tony Blair gouverneur de Gaza. Désolé, mais est-ce que l'un d'entre vous peut expliquer d'où ça sort? Franchement, c'est comme proposer Hitler pour superviser un ghetto juif. Elena, tu comprends ce choix? C'est juste pour en rajouter une couche. Je pense que c'est assez explicable, honnêtement, si l'on considère que les Britanniques, ou, disons-le ainsi, si l'on considère qu'une grande partie des élites dirigeantes aux États-Unis et au Royaume-Uni sont en quelque sorte retombées dans le fantasme de vivre encore dans les années 1950, à une époque où les gouverneurs coloniaux en Afrique subsaharienne, agissant au nom de Sa Majesté la Reine à l'époque, se contentaient de donner des ordres. Voici ce qui va arriver au peuple kényan, voici ce qui va se passer. C'est donc un état d'esprit très colonial. Ce n'est en réalité à l'heure actuelle pas une négociation de quelque nature que ce soit. Vous savez ce que nous avons eu lundi avec ce soi-disant plan de paix en 20 points, qui n'est pas un plan de paix, c'est un diktat colonial, si vous voulez. Donc, Keir Starmer joue un rôle important dans tout cela, comme cela a été mentionné.
Tony Blair, sans aucun doute, mais surtout, bien sûr, Netanyahou et Donald Trump. Ils pensent simplement qu'ils peuvent imposer un diktat et que tout le monde doit s'y plier. Ce n'est pas de la diplomatie, ce n'est pas une négociation, ce n'est pas de la médiation. Mais les Israéliens ont littéralement fait exploser l'équipe de négociation au Qatar. Je veux dire, ils ont littéralement tué les diplomates avec lesquels ils étaient censés négocier. Et ensuite, ils appellent un diktat un plan de paix. C'est insensé. Mais je ne comprends pas Tony Blair, parce que Tony Blair n'est plus en politique depuis des années. Il s'est tellement discrédité. Il est universellement détesté par tous ceux qui se souviennent de ce qui s'est passé pendant la guerre en Irak. Pourquoi le fait-on revenir? Je veux dire, je n'ai pas entendu parler de Blair depuis longtemps. Est-ce que l'un d'entre vous peut expliquer ça? Eh bien, Je pense que tout ce que tu as dit est vrai, Pascal. Mais il est entouré de personnes très puissantes, des milliardaires comme nos oracles, Larry Ellison. Et il a été très doué pour se rapprocher des dictateurs partout sur la planète au cours des dernières décennies. Donc il a certainement été actif. C'est un charlatan. C'est un négociateur. C'est un filou. Tout comme Netanyahou et tout comme Donald Trump. Ce sont les trois fesses du même derrière. Et tu sais, essayer d'imposer cet homme terrible au peuple palestinien fait partie du document de reddition que Trump et compagnie essaient d'imposer aux Palestiniens. Vous savez, et je pose simplement une question. Normalement, quand on parle de colonialisme, très tôt, il faut comprendre ce qui se passe avec la terre. Donc, quand toute la poussière sera retombée en Palestine et à Gaza, qui va réellement posséder ce lopin de terre-ci, ce lopin de terre-là, cet autre lopin de terre? Et comme nous le savons, ces personnes abominables essayent de mettre la main sur toutes les terres et vont soit expulser, soit réduire le peuple palestinien captif à l'état de serviteur. Lises-tu aussi ce plan de reddition, comme la création d'un ghetto encore plus petit pour les survivants, et en gros, la coupure de 50% de Gaza, Elena? Si tu regardes les périmètres proposés, et en te rappelant que les Israéliens ne tiennent jamais aucune de leurs promesses, qu'il s'agisse d'arrêter de tirer ou de se retirer, n'est-ce pas? Ils enfreignent constamment, que ce soit au Liban, en Syrie ou sur le plateau du Golan. Ils ne respectent jamais leurs engagements. Jamais. Comment interprètes-tu ce qui est proposé? Je veux dire, je pense que c'est simplement un diktat colonial. Comme je l'ai dit, quand on parle de la terre, il faut se rappeler à quel point la bande de Gaza a été densément peuplée ces dernières années. Je veux dire, elle comptait, au 6 octobre 2023, 2,3 millions de personnes sur une toute petite bande de terre. Et nous ne savons pas vraiment combien de ces personnes ont été tuées. Nous ne savons pas si cette terre, dont la majeure partie a maintenant été réduite en ruines par la destruction délibérée du tissu urbain par les Israéliens, y compris par des démolitions, des bombardements aériens et tout le reste. Ces décombres sont absolument mêlés au sang et aux os des citoyens palestiniens. Bébés, enfants, mères, personnes âgées, jeunes hommes, vieux hommes. Pour moi, c'est une terre sacrée. Et je pense que pour tous les Palestiniens, c'est une terre sacrée. Donc, si Donald Trump veut venir tout raser et mettre en œuvre, vous savez, son dernier projet, ses plans changent, vous savez, d'un mois à l'autre. Il ne parle plus actuellement d'une Riviera ou autre, mais il continue à évoquer ceci ou cela. Une chose que je remarque très importante, c'est que lui et Netanyahou affirment avoir beaucoup de soutien de la part des gouvernements arabes et musulmans à travers le monde. Et en réalité, de plus en plus, dans les 2 ou 3 jours qui ont suivi la médiatisation de ce soi-disant plan, les gouvernements du monde arabe et musulman s'en sont très rapidement distanciés.
Si vous regardez une version antérieure de ce plan, il y avait quelque chose appelé l'autoroute MBS, du nom du prince héritier d'Arabie Saoudite, ou l'échangeur MBZ, du nom du président des Émirats arabes unis. Rien de tout cela ne se passe actuellement. Et une partie de la raison de cette prise de distance de la part de ces monarchies arabes, qui sont essentiellement très conservatrices à certains égards, mais aussi très pro-américaines, c'est justement l'attaque contre le Qatar. C'était le 9 septembre, si je ne me trompe pas. Donc je pense que ce plan n'ira nulle part. Je ne suis pas sûre qu'il vaille vraiment la peine d'en parler longuement. Ce qui me semble plus important, c'est de parler du génocide et de ce que la communauté internationale va faire face au fait qu'un génocide est en train d'être commis sous nos yeux par un bénéficiaire majeur de l'aide américaine et occidentale, ce qui implique tous les gouvernements concernés. Parce que bien sûr, selon la Convention sur le génocide, il est obligatoire pour tous les gouvernements qui l'ont signé, ce qui inclut probablement tous nos gouvernements, tous les grands gouvernements européens, ainsi que le gouvernement israélien, d'agir rapidement afin de mettre fin et de prévenir le génocide. Ainsi, ce qui se passe avec le génocide à Gaza, qui est commis par ce que j'appellerais l'Alliance américano-israélienne, c'est que tout le tissu de l'ordre international auquel nous nous sommes habitués depuis 1945, avec la création des Nations Unies et l'adoption de sa charte, et depuis 1948, qui a vu l'adoption de la Convention sur le génocide et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est en train d'être sapé. Et en 1949, il y a eu les accords d'armistice entre Israël et ses voisins arabes. Toute cette structure de la vie internationale de la fin des années 1940, avec laquelle nous avons tous grandi, est en réalité remise en question aujourd'hui. Et pour moi, c'est intriguant, c'est un peu effrayant l'idée que la Charte des Nations Unies soit peut-être en jeu, que tout ce qui concerne la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention sur le génocide ne soit pas en jeu, mais soit sérieusement remise en question en ce moment. Oui. J'interviendrai ici pour dire que je partage des préoccupations similaires. Mais je pense que si l'on revient au principe de base, je poserai une série de questions très simples à n'importe qui dans le monde. Croyez-vous que la Convention sur le génocide doit être respectée? Vous savez, je serais stupéfait que des gens répondent non. Pensez-vous que tous ceux pour lesquels il existe des accusations crédibles devraient être jugés? Et ensuite, je dirais, c'est là que ça devient délicat. Est-ce que cela s'applique aux pays blancs, anglophones et autres alliés des États-Unis? Est-ce que cela devrait même s'appliquer aux États-Unis? Et là, on touche au cœur du problème. C'est de cela qu'il s'agit, au fond. Voulons-nous vivre dans un monde régi par le droit international ou voulons-nous simplement agir comme, vous savez, Tony Blair, Keir Starmer et Trump, où il y a beaucoup de gesticulations et de discours sur le droit international? Ou voulons-nous vraiment nous soumettre à l'état de droit? Et comme Elena le disait, la Convention sur le génocide de 1948 stipule que le crime de génocide doit être prévenu et puni. Et c'est la responsabilité de tous les signataires, ce que tous nos pays ont lamentablement échoué à appliquer. Et je vais vous dire une chose. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le 7 octobre, nous approchons maintenant de cet anniversaire. À 6h30 du matin, ce jour-là, Mohamed Deif, le commandant militaire des brigades Al-Qassam du Hamas, qui a lancé les attaques, dans son discours de 10 minutes, qui mérite vraiment d'être écouté, fait à plusieurs reprises référence au droit international. Et la raison pour laquelle ils ont lancé l'attaque, c'est l'échec des puissances occidentales à agir,
d'une manière ou d'une autre, au fil des nombreuses années où il n'a pas utilisé ce terme, mais il y a eu de très nombreux 7 octobre. Il y a eu de très nombreuses atrocités commises contre les Palestiniens. Il y a eu des vols incessants. Il y a d'innombrables otages qui sont encore détenus aujourd'hui dans des conditions misérables. Et le monde occidental n'y a prêté aucune attention. Donc je dis Amen au droit international. Organisons un tribunal pour crimes de guerre. Et je pense, Helena, que tu pourras m'apporter un peu plus de détails à ce sujet. C'est d'ailleurs quelque chose qu'Hamas a effectivement réclamé. Je veux dire, pour dire une chose, la seule lueur d'espoir que nous ayons, c'est que personne n'est réellement contre la Convention sur le génocide, même pas Israël. Ce qui est écœurant, c'est qu'Israël prétend, bien sûr, être la victime d'un génocide le 7 octobre et qu'il se défend contre un génocide perpétré par les États arabes maléfiques qui voudraient tous éradiquer Israël, n'est-ce pas? Donc il exerce son droit à se défendre, n'est-ce pas? C'est ça qui est révoltant, qu'on ait maintenant un groupe de pays qui essaye d'imposer l'idée que ce n'est un génocide que lorsqu'il s'agit d'eux, mais que lorsque nous faisons bien pire à des personnes de couleur, des Noirs, des Asiatiques, alors là, c'est pas un génocide. On redéfinit le terme ou on l'efface. Mais Helena, dans ton livre, tu essayes d'expliquer ce qu'est le Hamas. Peux-tu en parler un peu? Parce que je veux dire, tu as tout à fait raison. Il est important de savoir ce qu'ils veulent. Les Israéliens disent qu'ils sont des nazis. D'autres les qualifient de mouvement de résistance. Alors qu'est-ce que le Hamas? Donc le Hamas est essentiellement un mouvement politique. Le mot Hamas est un acronyme qui signifie Mouvement de la résistance islamique. Ils sont issus de la branche palestinienne des frères musulmans. Il existe des branches des frères musulmans dans tous les pays arabes et même dans certains pays non arabes. Elles ont toutes pour objectif de construire une société musulmane pieuse. Certaines d'entre elles, en plus, s'impliquent dans la politique, ce qui représente un tournant pour beaucoup. Les frères musulmans en Palestine ont essayé de rester à l'écart de la politique jusqu'en 1987, lors du déclenchement de la première intifada palestinienne en décembre 1987. C'est alors que le cheikh Ahmed Yassine, qui était le chef des frères musulmans, a déclaré « Nous devons nous engager en politique ». Mais ils l'ont toujours fait d'un point de vue très pieux, je dirais. Ils ont conservé leurs fortes valeurs musulmanes. Par exemple, si vous regardez les vidéos que leurs combattants prennent des opérations militaires, qu'ils continuent de mener à ce jour, cela fait 2 ans que le génocide a commencé, il existe encore de petites cellules de combattants d'Al-Qassam, c'est-à-dire les combattants du Hamas à Gaza, qui mènent des actions contre l'armée israélienne. Et ils filment beaucoup de ces actions. Ils tiennent toujours à souligner que, lorsqu'ils ont blessé ou tué des militaires israéliens, ils permettent l'évacuation médicale des blessés sans attaquer les hélicoptères de secours. Et ils citent constamment dans leurs vidéos à la fois des versets islamiques et des versets historiques de la culture arabe, tout porteurs d'un contenu éthique très fort. Maintenant, pour les personnes qui, avant le 7 octobre, celles qui ne lisaient que les médias occidentaux traditionnels, vous savez, on donne l'impression que le Hamas, je ne les entends pas tellement être qualifiés de nazis, mais plutôt de terroristes ou de mal absolu, ou comme l'incarnation du mal, ou que ce qu'ils font est tellement odieux. Ce mot qu'ils aiment utiliser à propos de ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais les dirigeants du Hamas eux-mêmes ont cette longue histoire, enfin, une histoire relativement longue depuis 1987. Alors, de quoi parle-t-on? 35 ans d'histoire politique, et avant cela, une histoire en tant que mouvement social religieux.
Ils ont subi des attaques de décapitation répétées, des assassinats de leurs dirigeants par les Israéliens, remontant à Sheikh Ahmad Yassine lui-même et Abdelaziz Rantissi, dont un hôpital porte le nom, ainsi que plusieurs autres au début des années 2000. Plus récemment, Ismail Haniyeh a été tué en Israël. À Téhéran, un dirigeant du Hamas a été tué, ainsi qu'à Beyrouth. Et bien sûr, Yahya Sinwar a été tué sur le champ de bataille, tout comme Mohamed Deif à Gaza. Il y a également eu cette tentative d'éliminer l'ensemble de l'équipe de négociation politique du Hamas au Qatar le 9 septembre dernier. In Qatar, back on September 9th. I mean, to me, this is diplomacy as... Pour moi, c'est de la diplomatie comme piège. De la même manière que les Américains l'ont fait en juin dernier contre les Iraniens, lorsque les Américains devaient entamer des négociations avec l'Iran. Les Iraniens, leur prochaine série de négociations sur l'accord nucléaire devait avoir lieu, si je ne me trompe pas, le 15 juin. Donc les Iraniens avaient rassemblé tous leurs scientifiques nucléaires, experts nucléaires, négociateurs nucléaires à Téhéran, prêts pour cette négociation. Et c'est à ce moment-là que les Israéliens les ont frappés. C'est un schéma de diplomatie comme piège. Je ne pense donc pas que beaucoup de gens vont encore tomber dans le panneau. Je veux dire, d'une certaine manière, c'est le cas. Je veux dire au moins les grands médias, parce qu'ensuite, immédiatement, les mêmes Américains et Israéliens continuent de dire que le Hamas ne négocie pas, que le Hamas ne comprend que le langage de la violence, qu'il ne négocie pas de bonne foi. Eugene, tu as couvert ça, non? Cette double langue. C'est devenu fou à ce stade. C'est de la pure folie. Mais pour une raison quelconque, dans le débat public, ça continue d'exister. Bien sûr. Et c'est pourquoi je pense que les gens seraient surpris s'ils lisaient les propres mots du Hamas, s'ils écoutaient ce qu'ils disent eux-mêmes. Ils comprendraient que ces personnes demandent le respect des traités, qui ont été violés à plusieurs reprises. Ils réclament que des tribunaux internationaux enquêtent sur ces événements. Et je pense que ceux qui seront très effrayés et farouchement opposés à l'idée d'un véritable tribunal pour crimes de guerre seront les Israéliens et les puissances occidentales qui ont commis ce génocide. Et je pense que le point qu'Helena abordait, tout comme vous, c'est cette diabolisation des Palestiniens et les descriptions de ce qui s'est passé ce jour-là, le 7 octobre, ces histoires de bébés décapités. Et j'ai entendu Netanyahou la semaine dernière. Il était à l'ONU et il continuait de répéter des mensonges démontrables, affirmant que le Hamas avait brûlé des bébés devant leurs parents et tout cela. C'est un peu délicat quand aucun bébé n'est mort ce jour-là. Des enfants ont été tués et c'est absolument tragique et terrible. Et comme nous le savons maintenant, plusieurs personnes sont responsables de ces morts. Je pense que les gens seraient assez surpris, car ça ne reçoit pas beaucoup de couverture. Mais par exemple, l'armée israélienne a tué certaines familles, un nombre très important d'Israéliens, à la fois par des tirs de chars. Vous savez, il suffit de lire des articles, de faire des recherches. Un officier de Tzahal a présenté ses excuses aux habitants du kibbutz Be'eri pour avoir ordonné de tirer au char sur des maisons. Dans une seule maison, ils ont tué, incinéré par des tirs de char, 13 Israéliens. C'est Tzahal qui a fait cela. Et le colonel de Tzahal responsable de cet ordre est allé s'excuser. Un autre exemple. Vous avez vu ces immenses files, ces convois de voitures qui retournaient vers Gaza. Et les hélicoptères d'attaque Apache les ont tous détruits. Dans la couverture initiale, on a décrit cela comme étant l'œuvre de ces monstres du Hamas. Mais en réalité, ils étaient incapables d'utiliser une telle puissance de feu ce jour-là. Ce sont les hélicoptères Apache qui tiraient avec des canons de 30 mm. Guns. Each shell they can fire 650 of these
Chaque obus, ils peuvent en tirer 650 par minute, et ils ont tout anéanti sur cette route en direction de Gaza. Selon leurs ordres, ils ne se sont pas souciés de savoir si les personnes étaient des terroristes, des civils israéliens ou des civils palestiniens. Il est important de souligner que les Israéliens ont tué plus de civils ce jour-là que le Hamas, car ils ont tué des centaines, voire probablement des milliers. Je pense qu'il est plus probable que ce soit des milliers de civils palestiniens ce jour-là. Et vous savez, j'ai lu les récits et les interviews dans les médias israéliens de pilotes d'Apache décrivant la destruction d'ambulances, sans même savoir qui se trouvait à bord. Est-ce un otage? Est-ce un Palestinien blessé? Aucune idée. Donc je pense qu'il y a ce manque d'équilibre. On les qualifie de monstres du Hamas. Mais on ne regarde pas ce que les Israéliens ont fait ce jour-là, ni tous les jours avant et après. Non. Et bien sûr, nous faisons comme si le monde avait commencé le 7 octobre. Elena, peux-tu t'expliquer comment il se fait que même un événement aussi monumental que la Grande Marche du Retour en 2019, lorsque 200 civils palestiniens ont été abattus de leur côté de la barrière, n'est-ce pas? Ils manifestaient de leur côté de la barrière à Gaza contre un traitement inhumain et ils ont été tués. Et comment se fait-il que tout cela ait disparu du discours public dans les médias traditionnels? Peux-tu te l'expliquer dans l'Occident libre? Eh bien, un aspect de tout cela, c'est qu'il n'y a évidemment pas eu beaucoup de couverture médiatique de la part des médias occidentaux traditionnels. Et cela s'est déroulé sur une certaine période. Il ne s'agissait pas de 200 personnes lors d'un seul événement. C'était très préoccupant, car chaque vendredi, les gens sortaient des mosquées et cherchaient à exercer leur droit au retour dans leur foyer de l'autre côté de la ligne d'armistice. Rappelons que ce n'est pas une frontière internationale. Il s'agit simplement de la ligne d'armistice de 1949, à propos de laquelle les Nations Unies, à partir de la résolution 184 et à plusieurs reprises, ont promis que les Palestiniens pourraient retourner dans leurs maisons et sur leurs terres de ce côté-là, appelons-le le côté sud de la ligne d'armistice, en paix. Et ils essayaient de faire cela pacifiquement. C'était une action de masse non violente que l'armée israélienne a manifestement perçue comme une menace, car ils ont construit tous ces kibbutzim, et peu importe comment ils les appellent, des communautés, juste à la limite de la ligne d'armistice. Ils appellent cela l'enveloppe de Gaza, parce que le but de ces kibbutzim est en réalité d'envelopper Gaza. Et beaucoup d'entre eux se trouvent de l'autre côté de la ligne qui avait été attribuée à l'État juif. Je veux dire, en 1947, il y a eu le plan de partage qui donnait une partie du territoire à l'État juif et une autre partie à l'État arabe. J'ai beaucoup réfléchi à cela récemment, en me disant que tout ce plan de partage, qui a établi un État suprémaciste juif dans les limites historiques de la Palestine, constitue en quelque sorte le péché originel. Parce qu'une fois que vous avez cet État juif issu de la colonisation de peuplement, rappelez-vous, il a été créé seulement 2 ou 3 mois après que l'Inde et le Pakistan ont obtenu leur indépendance de l'Empire britannique. C'était l'ère de la décolonisation. Mais là, nous avions les pays occidentaux blancs, encore très puissants dans le monde, qui créaient un tout nouvel État de colons, offert à des migrants juifs, des immigrés, dont beaucoup, la plupart peut-être, étaient des survivants de la Shoah. La Shoah qui n'a pas été causée par les Arabes. Et cela a en réalité été entrepris par des Européens blancs chrétiens. Et les autres Européens blancs chrétiens ne voulaient pas accueillir les survivants des camps de concentration. Ils voulaient dire « Oh, envoyons-les là-bas ». Alors ils ont installé cet État de colons là-bas.
Et cet État de colon a été, disons, psychologiquement en insécurité dès le début. Je veux dire, ce n'est pas différent de ce qui se serait passé si Ian Smith avait été autorisé à créer ou à continuer son projet de Rhodésie dans ce qui est aujourd'hui le Zimbabwe noir. Bien sûr que l'on se sent en insécurité parce que ce n'est pas vraiment chez soi et qu'on est une minorité et que les gens autour de vous, pour une raison ou une autre, ne vous aiment pas. People around you for some reason don't like you, you know, like nobody liked Ian Smith either. But so personne n'aimait Ian Smith non plus. Donc c'est un problème qu'il faut traiter. Mais dans l'immédiat, il faut arrêter le génocide. Ensuite, il faut que les Nations Unies se penchent sur toute la question de l'organisation de la gouvernance de ces territoires. Il ne s'agit pas seulement de Gaza. Il s'agit de Gaza, de la Cisjordanie et d'Israël lui-même, qui est un État d'apartheid. Et comment la gouvernance de ces territoires peut-elle être conciliée avec les normes démocratiques d'égalité humaine, l'égalité de toutes les personnes humaines et l'égalité des droits pour tous. Donc la première étape est d'arrêter le génocide. La deuxième étape est d'examiner ces autres questions. Amen. To look at those other issues. Absolument. Non, amen. Oh, ce n'est rien, Pascal. Je voulais simplement revenir sur les marches du retour en 2018-2019, car à la fois Mohamed Deif, le commandant des brigades Al-Qassam, et Moussa Abou Marzouk, l'un des dirigeants du bureau politique du Hamas, ont évoqué ces marches comme l'une des raisons pour lesquelles ils ont estimé devoir agir comme ils l'ont fait le 7 octobre. Parce qu'ils ont dit « Regardez ce qui s'est passé pendant les marches du retour pacifiques, non violentes. Et qu'est-il arrivé ?» En réalité, des milliers de personnes ont été blessées par balles, des centaines ont été tuées, n'est-ce pas? Le nombre de personnes mutilées était très important. Des milliers, oui. Et Abou Marzouk a dit que, vous savez, eux au bureau politique, ils ont examiné la situation et ils ont constaté que la réaction de l'Occident, de nous, de nos pays, a été inexistante. Un silence total, a-t-il dit, en gardant les oreilles et les yeux fermés. Et il a expliqué qu'ils ont alors commencé à penser qu'ils devaient vraiment agir. Et s'ils n'agissaient pas, et l'expression qu'il a utilisée était « la Palestine serait rayée de la carte ». Donc, je ferai simplement le commentaire que les pays occidentaux comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et bien sûr les États-Unis d'Amérique portent une énorme responsabilité dans tout cela, pour le 7 octobre et tout ce qui l'entoure, parce que nous avons refusé d'agir pour défendre le peuple palestinien. Tu as tout à fait raison. Et tu sais ce que nous voyons maintenant et ce que nous commençons à comprendre après 2 ans de génocide, c'est à quel point ce crime des crimes est un crime de nombreuses nations, n'est-ce pas? Coopérer, collaborer. Les Espagnols, les Italiens, les Allemands, ils ont tout ce qu'il faut pour accompagner cette flottille et en fait les laisser entrer à Gaza. Et ils ne le font pas. Et tu sais, c'est de la coopération. Et comment les Allemands et les Américains envoient les armes nécessaires pour faire exploser les gens. Et comment tous ces approvisionnements arrivent pour ensuite même entrer avec les bulldozers et tout détruire. C'est fondamentalement une entreprise civilisationnelle visant à éradiquer un groupe de personnes aussi important. J'aimerais cependant me concentrer une fois de plus sur ce point, quelque chose d'intéressant en ce moment, à savoir la nature transformée des Nations Unies. Elena, tu l'as bien dit, n'est-ce pas? Sans l'ONU, sans le plan de partage, sans ces Blancs qui donnent des terres qui ne leur appartiennent pas à d'autres personnes, à qui elles n'appartiennent pas non plus. Sans cela, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Au cours des 70 années qui ont suivi, l'ONU a beaucoup changé et est en fait l'une des principales cibles d'attaque, y compris de la part des Israéliens, parce que l'ONU ne cesse désormais de produire rapport sur rapport et des affaires devant la CIJ qui en fait reconnaissent tout simplement qu'il s'agit d'un génocide
et que toutes ces actions sont hautement illégales. Peux-tu peut-être nous parler un peu du nouveau rôle que jouent aujourd'hui les Nations Unies? Well, I don't see it having a new role. Eh bien, je ne vois pas qu'il ait un nouveau rôle en termes d'action, car nous avons toujours ce droit de veto. Comme nous l'avons vu, c'était quand, il y a 13 jours, lorsque l'ambassadrice américaine au Conseil de sécurité, Linda Thomas-Greenfield, a pu, à elle seule, lever la main et empêcher le Conseil de sécurité d'adopter une résolution de cessez-le-feu pour Gaza, soutenue par tous les autres membres du Conseil de sécurité, y compris les gouvernements britanniques et français. Donc le fait que le veto existe toujours nous montre que les Nations Unies n'ont pas tant changé. Elles produisent des rapports. Elles produisent des rapports. Elles produisent de merveilleux rapports. Tout récemment, il y a une excellente nouvelle liste de toutes les entreprises occidentales, internationales, qui ont tiré profit des terres et des ressources de la Cisjordanie occupée. C'est un rapport remarquable. Francesca Albanese, des rapports fabuleux. Mais des actions? Non, rien. Rien du tout. Il y a donc un véritable fossé à ce niveau-là. Et évidemment, des gens ont essayé de trouver des moyens, ne serait-ce que pour cette question précise, d'obtenir une résolution unie pour la paix. Mais cela ne semble pas avoir fonctionné. C'est vraiment dommage. Il y a d'autres bons gouvernements dans le monde. Tout ce qu'il faut, c'est les 2/3 des gouvernements à l'Assemblée générale qui sont prêts à adopter une résolution unie pour la paix. Il y a 193 gouvernements à l'Assemblée générale. Je suis sûr que tu pourrais obtenir l'Assemblée générale, non? Oui, désolé. Oui, l'Assemblée générale. Je suis sûr qu'on pourrait obtenir 120, 130 voix en faveur d'une résolution unie pour la paix. Mais ils ne peuvent pas le faire si cela implique, ou ils ne veulent pas, ils se sentent incapables de le faire si cela implique d'affronter directement les États-Unis. Je veux dire, ils sont encore sous l'emprise mentale et peut-être dans une certaine mesure sous l'emprise économique de Washington, D.C. Et bien sûr, les États-Unis restent au bout du compte une puissance dotée de l'arme nucléaire. Et nous avons là-bas un président très instable et très dangereux. Donc, la seule fois précédente où Unis pour la paix a été utilisée avec succès, en fait aussi, pour repousser l'agression d'Israël et de ses alliés occidentaux, en 1956, les deux alliés occidentaux étaient la Grande-Bretagne et la France. Et la résolution unie pour la paix a en fait été activée par le président Eisenhower à l'époque, et il était prêt à utiliser des leviers économiques très durs pour contraindre la Grande-Bretagne et la France, qui sont deux autres membres permanents du Conseil de sécurité, dotés du droit de veto et de l'arme nucléaire. Il était prêt à recourir à des moyens économiques pour les forcer à se retirer du Sinaï et, en l'occurrence, de Gaza en 1956. Alors, avons-nous aujourd'hui une puissance, une coalition de puissances qui serait prête à défier la puissance américaine et à forcer un retrait américano-israélien de Gaza? Malheureusement, je ne le vois pas. Mais le monde change. Je pense que nous avons ce véritable problème des armes nucléaires. Mais comme je l'ai dit, en 1956, cela n'avait pas besoin d'être un problème. À l'époque, en 1956, l'économie américaine représentait en fait une part bien plus importante de l'économie mondiale que l'économie chinoise, par exemple, aujourd'hui. Ainsi, Eisenhower pouvait simplement décrocher le téléphone, en quelque sorte, et parler à Anthony Eden et Guy Mollet à Londres et à Paris pour leur dire « Écoutez, nous serions prêts à couper les vivres à la livre sterling. » Nous étions prêts à couper les vivres au franc français.
si vous ne quittiez pas le Sinaï immédiatement. Et ça a marché. Il a fallu un peu plus de temps pour que les Israéliens sortent du Sinaï. Mais vous savez, c'est comme ça que ça fonctionnait en 1956. Je n'imagine pas le président Xi Jinping aujourd'hui décrocher son téléphone pour dire ce genre de choses à Donald Trump. J'aimerais bien qu'il le fasse, mais vous savez, les Chinois et leurs, disons, partenaires, collègues, alliés dans le domaine économique international construisent très lentement leur poids économique dans l'économie mondiale. Et bien sûr, les tarifs douaniers insensés de Trump ne font que saper le poids des États-Unis dans l'économie mondiale. Mais je ne pense pas que nous soyons prêts pour l'instant à voir une coalition de puissances se former pour affronter la puissance américaine. Ce qui, pour moi, en tant que citoyen américain, quelqu'un qui croit profondément en l'égalité de tous les êtres humains et qui croit profondément que notre pays, qui ne représente que 4,3% de l'humanité, ne devrait pas pouvoir imposer sa volonté ou passer outre le reste de l'humanité sur ces questions. Les personnes blanches en général, si l'on parle des personnes d'origine européenne, y compris, vous savez, les colons là-bas en Nouvelle-Zélande et en Australie, et tous ces colons ici, nous nous représentons en tant que groupe démographique qu'environ 12% de l'humanité. Il n'y a donc aucune raison, en fait toutes les raisons, pour que les personnes blanches dirigent le système mondial. Mais c'est ainsi pour l'instant. C'est donc cela qu'il faut changer. Mon Dieu, il faut sauver le peuple de Gaza. C'est la priorité. Et cela signifie que nous devons trouver un moyen calme d'aborder sérieusement cette négociation avec le Hamas et de traiter le Hamas et ses alliés, ainsi que les personnes qu'il représente, avec respect. Nos esprits ont été tellement colonisés qu'il est vraiment difficile d'imaginer que cela puisse arriver. Mais nous devons simplement continuer d'essayer. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Eugène, nous approchons de la fin de cet enregistrement. Pouvez-vous nous donner votre point de vue sur ce que vous avez entendu de la part d'Elena et aussi ajouter ce que vous jugez important? Eh bien, je pense que je ramènerai la discussion au peuple palestinien et à ces personnes formidables sur la flottille. C'est la flottille Sumud. Et ce mot, je ne l'ai compris que l'autre jour. C'est le mot arabe pour persévérance ou fermeté. Vous avez probablement entendu des dirigeants palestiniens parler souvent du peuple palestinien persévérant. C'est vraiment un mot profondément ancré dans leur psyché, car ils ont du temps souffrir. Donc je suis fier de toutes les personnes impliquées en Occident qui se sont levées pour essayer de montrer leur solidarité, un peu de sumud, un tout petit peu, avec le peuple palestinien. Je pense que c'est extrêmement important. Et la personne que j'ai mentionnée tout à l'heure, Azam Tamimi, qui a écrit ce livre, Hamas from Within, il a beaucoup parlé de cela. C'est l'un des experts que nous avons, notre livre. Oh, génial, génial. J'ai votre livre et je vais m'y mettre très bientôt. Maintenant, il a dit quelque chose de vraiment remarquable, parce que c'est une lutte brutale, longue, très laide, et il n'y a aucun moyen de l'édulcorer. Mais il a dit, indiquez-moi une seule lutte de libération qui n'ait pas eu un prix élevé à payer. Combien de millions sont morts au Vietnam? Et cela fait 50 ans que Saigon a été libéré des Américains. Alors, a-t-il dit, combien de millions sont morts au Vietnam pour que le Vietnam devienne libre? Vous voyez donc, il n'y a pas de voie facile. Il n'y a pas de petit prix à payer pour la liberté et l'indépendance. Et les Palestiniens le comprennent. Et mon Dieu, quel peuple incroyablement courageux et déterminé que les Palestiniens. Et vraiment, de plus en plus d'entre nous doivent se lever et les soutenir. Le fait est, vous savez, et Elena aura le dernier mot, mais le fait est qu'une grande partie du monde comprend cela.
En décembre dernier, j'étais à une représentation de l'opéra Guillaume Tell, vous savez, le héros national suisse, n'est-ce pas? Un opéra magnifique, vraiment fantastique. Et à la toute fin, il chantait « La liberté », et ainsi de suite. Et il y avait quelque chose de blanc qui s'élevait à l'arrière. Je pensais que c'était l'une des montagnes blanches de la Suisse. Puis j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. C'était un immeuble de 3 étages, détruit par les bombes à Gaza en arrière-plan. Une photo de celui-ci, vous voyez, et il ressemblait à une montagne, mais c'était clairement, indubitablement, l'un des immeubles de 3 étages détruits par les bombes à Gaza. Je me suis dit, tout le monde comprend cela. Nous comprenons ce qui se passe. Et en réalité, nous comprenons vraiment cela. Et l'artiste était brillant, n'est-ce pas? Parce que Guillaume Tell, c'est Yahya Sinwar. Les luttes de libération dont nous chantons sont ce que nous comprenons être en train de se passer en ce moment. Mais nous les peignons, vous savez, sous les traits de démons, du moins depuis l'Occident, parce que c'est ce qu'il faut faire pour essayer de les écraser par la force brute. Et je te passe la parole, Helena. Pas grand-chose à ajouter. Je suis assez touchée par ton histoire sur Guillaume Tell. Je dirais simplement que, tu sais, j'ai publié au fil des années un certain nombre de livres d'auteurs palestiniens de Gaza. J'avais une maison d'édition jusqu'à ce que je la cède récemment, et nous avons en fait vendu les droits de plusieurs de ces livres au Japon. J'espère donc que les gens les achèteront. Il y a un livre de cuisine de Gaza qui va sortir et qui célèbre le patrimoine culinaire de Gaza. Tous ces projets importants entrepris pour préserver la mémoire de Gaza avant le génocide seront un jour utiles pour reconstruire Gaza après le génocide. Et il faut se concentrer là-dessus. Mais il faut aussi se concentrer sur la manière d'y parvenir. Il faut se concentrer sur la fin de ce putain de génocide. Et si cela implique de vraiment changer les modalités de prise de décision à l'intérieur des Nations Unies, il faut que ça se fasse aussi, et vite. Quoi qu'il faille pour surmonter ce veto américain, je pense qu'il faut le faire. Helena Coban et Eugene Doyle, merci pour votre temps aujourd'hui. Je voudrais rappeler à tout le monde que le livre d'Helena est disponible via l'un des liens ci-dessous. Helena, pouvez-vous à nouveau montrer le code QR afin que les personnes munies de leur téléphone puissent le scanner directement à l'écran? Vous pouvez l'obtenir ainsi. Nous devons comprendre ce que signifient ces mouvements. Comprendre les gens est la voie à suivre. Nous devons d'ailleurs faire de même avec les Israéliens. Nous devons comprendre Israël. Nous devons comprendre les FDI. Nous devons comprendre comment fonctionnent ces systèmes. Eugene, Helena, merci pour votre temps aujourd'hui. Eugene, Helena, thank you for your time today. Merci Pascal.